Nous l'entendions tout à l'heure dans notre journal de 7 heures. Il est parfois impossible pour une personne âgée vivant dans un EMS de bénéficier d'une assistance au suicide. Notre témoin racontait comment il a dû accueillir sa mère âgée qui a dû venir mourir chez lui parce que la résidence dans laquelle elle vivait refusait l'accès à l'accompagnatrice d'Exit. Une situation difficile à vivre pour les proches. Or justement, un projet de loi est lancé à Genève pour garantir le droit au suicide dans les EMS, les cliniques et les hôpitaux. Un projet contre lequel vous vous êtes exprimé, Mauro Poggia. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes conseiller d'État genevois en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé. Merci d'être avec nous en direct de notre studio de Genève. Une mère âgée qui doit aller mourir chez son fils pour pouvoir bénéficier de l'assistance d'Exit, c'est acceptable selon vous ? Non, je pense que comme tous les auditeurs, j'ai été bouleversé par la déclaration de ce fils qui a montré à quel point il fallait à un moment donné se substituer à des décisions inopportunes. Je n'avais pas été saisi de cette situation et je l'ai apprise à l'occasion de votre émission. Je pense que cela démontre que la situation n'est pas totalement réglée, même si dans la plupart des cas, les solutions sont trouvées. Dans le cas particulier, il y a eu un refus. Comment ce refus s'est-il exprimé? Très rapidement, semble-t-il, il y a eu une solution de substitution qui a été proposée par la famille dans la douleur. On l'a exprimé tout à l'heure. Et je pense que là, il y a des choses à régler. De là à dire que ces solutions doivent venir d'un texte législatif, il y a un pas que pour ma part, je ne ferai pas. Si nous avions fait un texte législatif il y a 10 ans, aujourd'hui, il serait dépassé. Celui que nous ferons aujourd'hui, il sera dépassé dans 5 ans. Je pense que les députés doivent avoir l'humilité de comprendre qu'il s'agit d'un sujet de société qui englobe diverses facettes et pas uniquement des facettes juridiques. Le premier problème, et on en a parlé aussi, est celui de la manière dont s'exprime la volonté à un moment donné d'une personne âgée de vouloir partir. Quelles sont les solutions alors si elles ne résident pas dans une loi, dans un cas comme celui-ci? Est-ce que vous auriez pu être saisi, vous auriez pu intervenir? Il est évident que j'aurais pu intervenir dans des délais extrêmement brefs, en l'espace de quelques jours. Nous sommes en discussion avec les deux organisations faîtières des EMS, la FEGEMS et l'AGEMS, pour que ces situations trouvent des solutions immédiates. Dans la très large majorité des EMS, des solutions se trouvent au lieu de résidence de la personne qui souhaite partir. Dans certains EMS qui posent leurs conditions d'entrée de cause et conditions qui sont acceptées par les personnes qui entrent dans ces EMS, ce sont historiquement des EMS qui ont été créés par des communautés religieuses pour qui le suicide ne doit pas être favorisé, encouragé. Est-ce qu'il n'était pas le cas dans l'exemple que nous avons fait entendre à 7h15 On précise juste. Tout. D'accord, j'ignore tout de ce cas, il faudra évidemment l'éclaircir, il faudra que j'ai un entretien avec le directeur pour savoir pour quel motif ce refus a été exprimé. Il faut savoir que l'EMS a un devoir aussi de protection vis-à-vis de ses résidents. Il a un médecin conseil qui doit vérifier que la volonté s'est exprimée librement, d'abord que la personne est capable de discernement et qu'elle n'est pas atteinte dans sa santé mentale, et ensuite qu'elle ne fasse pas l'objet de pression de son entourage, parce que cela peut arriver aussi. Donc il y a une obligation de l'EMS de protéger la personne, mais si la personne exprime sa volonté librement, le tribunal fédéral a dit que c'est une liberté de quitter la vie à un moment donné. Est-ce que c'est un droit, c'est-à-dire est-ce que l'État doit activement contribuer à ce que cette liberté s'exerce? Certainement, il ne doit pas l'entraver. Jusqu'où doit-on aller? En tout cas, il est clair que l'on ne peut pas demander au personnel de l'EMS de participer à ce genre de démarche, raison pour laquelle elle doit être entreprise par une entité externe. Néanmoins, tout cela doit être réglé, mais je le répète, je pense que le faire par une loi, ce serait déresponsabiliser à un moment donné l'ensemble des acteurs qui doivent intervenir, parce que mettre dans une loi que la personne capable de discernement a le droit de partir au lieu où elle réside, cela est l'expression d'une évidence qui a déjà été dite par le tribunal fédéral, mais cela ne résout rien dans la mise en pratique quotidienne de ces situations qui restent douloureuses, non seulement pour la personne qui l'apprend, pour ses proches, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, pour les résidents. Les EMS sont des lieux de vie non seulement de la personne qui exprime cette décision, mais d'autres personnes qui sont aussi
proches de leur fin de vie et qui peuvent être interpellés. Imaginez qu'une personne qui a décidé de partir par exit le dise la veille à l'ensemble des résidents. Demain à telle heure, je quitterai ce monde. Et imaginez l'émoi dans lequel on peut mettre l'ensemble des résidents. Donc il y a des précautions à prendre et ce n'est pas par des actes législatifs qu'on va pouvoir les prendre. Vous avez dit tout à l'heure, si on fait une loi, elle sera dépassée dans 5 ans. Mais en quoi il semble que c'est une question de principe. On autorise ou pas la présence d'associations comme Exit dans les EMS, point. Alors, écoutez, l'assistance au suicide est un droit qui est réglé par le droit fédéral. La personne qui est désintéressée peut assister au suicide d'une personne qui en exprime le souhait de manière libre. La question, c'est de mettre en place les conditions, savoir est-ce que cela peut être fait partout. Il y a la grande question de savoir est-ce que les hôpitaux, les cliniques doivent aussi permettre à des associations comme Exit d'intervenir. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi une responsabilité de notre société de proposer des alternatives à la personne qui veut partir. Si on va dans des cas extrêmes, ici on parle dans une situation d'une personne âgée, mais l'assistance au suicide est un sujet qui est beaucoup plus vaste que celui des personnes âgées. Est-ce que toute personne qui exprime le souhait de quitter notre société doit se voir proposer une solution létale, ou est-ce qu'il n'y a pas une obligation de notre société de solidarité, d'abord de parler avec la personne, de lui proposer des alternatives et peut-être aussi de lui donner un intérêt à la vie d'une autre manière. Je pense que c'est un débat de société qui dépasse largement les simples questions de droit que veulent régler les législateurs. Ce sont des questions aussi spirituelles, religieuses pour ceux qui ont la foi et médicales surtout aussi, et je pense que tous les intervenants doivent rester responsables à un moment donné pour accompagner la personne dans la dignité vers un départ, sans que l'on puisse se limiter à distribuer des flyers dans lesquels on exprime les conditions dans lesquelles on peut exprimer ce vœu et le mettre à exécution. Alors Mauro Poggia, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, vous l'imaginez bien. Je vous propose d'écouter une interview de Christine Brennenstuhl, qui est accompagnatrice d'Exit et qui à propos de cette loi dit ceci. Je vais donc envoyer ce courrier à M. Poggia pour l'informer de cette nouveauté. Parce que maintenant, ce n'est pas dans un EMS et dans EHUC, c'est dans un immeuble avec encadrement qu'un refus nous est opposé. Voilà mon intention. Avec l'espoir que M. Poggia sera attentif. Parce que dans le rapport de majorité qui nous a été lu, il dit très clairement que jamais, il permettra qu'il y ait une entrave à la liberté individuelle de mettre fin à ces jours d'une personne, et que si de nouvelles situations lui étaient apportées, il reverrait peut-être sa position. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi une loi fait si peur. Dieu sait si on soupçonne quelquefois Exit de dérapage, de ne pas être dans la légalité. Alors allons-y. Pour moi, c'est la meilleure manière, justement, d'être transparent et d'être totalement dans la légalité. Christine Brennenstuhl avec Sylvie Lamblay. Mauro Poggia, vous êtes toujours avec nous. Est-ce qu'il ne serait pas temps de clarifier les choses une bonne fois pour toutes, aussi pour, quelque part, mettre Exit dans une situation claire et les gens dans une situation claire? Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et puis au Parlement, au Grand Conseil de faire son travail? Oui, vous avez dit tout à l'heure que Mme Brennenstuhl n'est pas d'accord avec moi. Je pense qu'au contraire, on est d'accord. La question, c'est de savoir comment mettre en œuvre ces principes de base sur lesquels personne n'a émis. Elle veut une loi, hein, c'est pour ça qu'il y a un désaccord sur cette... Effectivement, je rappelle aussi qu'Exit, dans ses statuts, est pour l'euthanasie active. Cela fait partie aussi de ses objectifs. Pour information, la Belgique, qui a légalisé l'euthanasie active, est dans une situation aujourd'hui difficile, où l'on a rapporté des situations dans lesquelles des personnes âgées qui sont hospitalisées demandent si elles ont encore le droit de vivre, au point où elles se demandent si elles ont encore leur mot à dire sur la fin de leur vie. C'est un cas évidemment extrême qui n'a rien à voir avec la situation immédiate qui fait qu'on en parle aujourd'hui. Vous me dites que dans un immeuble avec encadrement, une objection aurait été émise. Cela m'étonne. J'attends de connaître la situation pour évidemment intervenir. Un immeuble avec encadrement est le domicile privé d'une personne qui fait ce qu'elle veut dans son domicile privé. L'encadrement est simplement une assistance externe pour les besoins propres liés à la perte d'autonomie de la personne vieillissante. Et donc, la personne qui veut
partir et faire venir, en l'occurrence Exit, dans son lieu de domicile, peut parfaitement le faire. Donc il faut clarifier la situation pour que certains ne puissent pas encore se croire autorisés, comme ils l'ont fait, à inviter la personne qui veut partir à trouver d'autres solutions. Mais de là à le faire par une voie législative, que je sache, dans le canton de Vaud, la question qu'il y a une loi pour prendre un canton voisin de Genève. Comme Neuchâtel d'ailleurs, ouais. Comme Neuchâtel, cela ne veut pas dire encore qu'un EMS a l'obligation d'accueillir dans ses murs Exit pour partir. Et il y a des aménagements qui doivent être mis en place pour préserver aussi les résidents, le personnel, voire même les règles qui sont des règles de base de la gestion de l'EMS, qui dans la plupart des cas est un établissement privé. Je rappelle que la très grande majorité des EMS genevois sont des établissements publics. Sur 53, seuls 3 sont de droit public. Donc il s'agit effectivement de clarifier la situation, mais non pas par voie législative, sinon on se bornera à se référer à des dispositions légales qui, comme chacun sait, ne couvriront pas la totalité des situations. Et que fera-t-on avec les lacunes? Est-ce que ce sera pour dire que le législateur n'a pas voulu régler ces situations, ou au contraire qu'il a oublié de les régler? Donc il y aura encore des querelles de juristes. Je pense que la société et tous les intervenants de la société doivent être impliqués dans cette problématique et dans cette réflexion. C'est dans le cadre de chartes éthiques qui doivent être appliquées par l'ensemble des EMS que ces situations doivent être réglées, avec une autorité de surveillance qui est ma direction générale de la santé, qui est en charge de la surveillance des EMS, pour que les personnes qui expriment cette volonté puissent l'exercer dans les meilleures conditions. Mauro Poggia, on bénéficie de l'exemple de Vaud et Neuchâtel, on l'a dit, qui ont une législation. Est-ce que vous constatez un bouleversement dans ces deux cantons, un bouleversement auquel vous ne voulez pas soumettre Genève ? Non, pas du tout. Je pense que, pour prendre le cas du canton de Vaud, cette loi est d'ailleurs issue d'une initiative populaire qui elle-même a été générée par une situation choquante où une personne qui ne pouvait pas faire venir Exit dans sa chambre d'EMS a dû faire venir une roulotte dans le parking de l'EMS pour pouvoir partir, ce qui est évidemment extrêmement choquant. Et là, véritablement, il fallait trouver des solutions. Est-ce qu'il fallait les trouver par une loi? Je pense que mon collègue Maillard aurait parfaitement pu, avec l'ensemble des EMS, mettre en place des règles éthiques. Là, le peuple était saisi, donc il a fallu qu'il se prononce, et il l'a fait. Et donc, nous avons le texte que le canton de Vaud a actuellement. Je pense qu'à Genève, on peut parfaitement arriver au même résultat en maintenant l'implication de l'ensemble des acteurs avec une solution non législative. J'ai l'habitude de dire que quand on a un marteau, tous les problèmes sont des clous. Les parlementaires considèrent que tous les problèmes se règlent par des actes législatifs. Je pense qu'il faut avoir l'humilité d'accepter que certains problèmes sociétaux n'ont pas à être réglés uniquement par un législateur. On constate quand même une forme de résistance du côté du corps médical dans certains EMS également. Comment est-ce qu'on l'explique? C'est le serment d'Hippocrate, c'est contraire à tout ce qu'on a accompli jusqu'ici. On essaie de maintenir les personnes en vie, c'est la mission pour laquelle on travaille, et puis finalement il y a une sorte de paradoxe à accueillir Exit en ces murs. Je ne suis pas médecin, mais à en retirer ce que j'ai entendu dans les travaux préparatoires au niveau du Parlement, c'est vrai que le médecin et nos hôpitaux ont pour vocation de soigner et si possible de guérir, et donc de maintenir en vie. Pas à tout prix, puisque vous savez qu'il y a une médecine palliative qui est là aussi pour aider la personne à partir sans souffrance et dans la dignité. Et donc, c'est vrai que pour les médecins, il est difficile de signer une ordonnance pour délivrer une solution létale pour permettre à un patient, finalement, de quitter ce monde. Mais est-ce que le débat qui s'amorce du côté de Genève, et puis peut-être cette nouvelle loi, ou ce clou, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure, ça permettrait pas justement de clarifier, d'expliquer aux résidents ou aux locataires dans le cadre de cet EMS, de cet établissement, est-ce que ça permettrait pas de leur expliquer ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, quels sont leurs droits? Parce qu'il y a peut-être aussi quelque part une gêne à demander ces solutions, donc quand la situation n'est pas claire.
Je pense que des travaux parlementaires sont toujours une bonne chose. Cela permet de mettre sur la place publique des sujets sociétaux importants. D'ailleurs, si la première mouture du projet de loi déposé par un groupe de députés avait été refusée, ce n'est pas parce que la majorité des députés genevois considéraient que le droit de quitter ce monde devait être nié, mais au contraire parce qu'ils pensaient, comme moi, que la voie législative n'était pas la bonne voie pour régler ce problème. Maintenant, expliquer à des résidents quels sont leurs droits ou leurs libertés, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on a affaire aussi à une population fragilisée qui est soumise à des pressions diverses. Est-ce que l'on doit, à l'entrée en EMS, dire à quelqu'un, sachez que si un jour vous considérez que les souffrances sont trop importantes, ou tout simplement si vous considérez que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, vous pouvez choisir de nous quitter. Est-ce que c'est le rôle... pousse les résidents à la mort? Écoutez, quand on sait la charge financière pour la société d'une population vieillissante, on pourrait, en devenant paranoïaque, imaginer que la société pourrait avoir intérêt à ce que finalement le suicide assisté fasse de plus en plus d'émules. Ce n'est pas mon cas. Je pense qu'au contraire, on doit permettre à nos aînés de finir leur vie dans la dignité, jusqu'au bout, c'est vrai, trouver des solutions dans les cas dans lesquels ces personnes souhaitent vouloir nous quitter. Cela peut être parce qu'elles sont atteintes d'une maladie incurable, mais pas toujours, et souvent ce n'est pas le cas. C'est tout simplement parce qu'elles considèrent que finalement la vie telle qu'ils la vivent n'est plus intéressante suffisamment pour pouvoir continuer à la vivre. Est-ce que ce n'est pas notre rôle de donner aussi à cette vie une valeur ajoutée pour les amener peut-être à changer d'avis si c'est possible? Mauro Poggia, quel est votre avis sur Exit, cette association militante que certains disent trop militante? Écoutez, c'est une association qui certainement a permis à beaucoup de personnes dans la souffrance de nous quitter dans la dignité. Maintenant, le travail militant que fait Exit me gêne personnellement. Il y a, nous dit-on, 125 000 membres en Suisse qui versent une cotisation de 35 à 40 francs pour les plus de 60 ans. Si l'on fait appel à Exit alors qu'on est membre depuis moins d'une année, on paye un peu plus de 300 francs pour pouvoir obtenir les services d'Exit. Tout cela fait des sommes évidemment importantes. J'ai calculé entre 4,5 millions et 5 millions. C'est un gros chiffre d'affaires. Donc on a l'impression que c'est une véritable machine de guerre dont j'ai dit tout à l'heure que l'un des buts des statuts, c'est de légaliser l'euthanasie active. Donc Vous êtes en train de dire qu'Exit se fait de l'argent sur le suicide assisté? Je pense que ce sont des militants qui ont le mérite d'avoir posé sur la place publique un sujet de société important. Je pense que parfois la médiatisation que fait Exit de certaines situations va à l'encontre des buts recherchés. Je pense que ces solutions que nous devons rechercher ensemble doivent l'être dans la finesse et non pas avec le bulldozer de déclarations qui sont destinées à émouvoir l'opinion publique. Vous n'avez pas répondu à la question, c'est trop cher. Vous avez parlé de ce budget qui est grand selon vous. Est-ce qu'il est trop grand? Les personnes comme Madame Brennenstuhl qui interviennent sont des bénévoles qui le font véritablement parce qu'elles, dans un but véritablement altruiste. Derrière tout cela, il y a une grosse machine, j'allais dire une grosse machine de guerre politique. Et effectivement, on aimerait en savoir plus personnellement sur la manière dont tout cela fonctionne, même si le but final, qui est celui d'aider les personnes à partir dans la dignité, doit être approuvé et soutenu. Mais qu'est-ce que vous soupçonnez au fond? Une machine de guerre, au fond, c'est un lobby politique comme un autre, non? Il n'y a pas de soupçon. J'essaie de donner une contre-voix à la position qui est martelée par Exit, selon laquelle il s'agit d'une association véritablement avec un but totalement désintéressé. Non, je pense qu'il y a à la base effectivement un but d'altruisme, mais derrière tout cela, et avec le temps, c'est créer une véritable machine qui fonctionne avec des sommes extrêmement importantes pour une association. Et donc, il ne faut pas être non plus dupe. Et il faut être conscient que si l'on parle autant d'Exit, c'est parce qu'Exit a intérêt à ce qu'on parle d'elle, puisque plus on parle d'elle, plus elle a de cotisants et plus elle aura de moyens pour faire valoir ses buts.
Alors Mauro Poggia, vous restez avec nous dans ce studio. Dominique Chauffa, Sandra Zimmerli nous ont rejoints et on va lire la presse. Du côté de Genève, la Tribune de Genève donne la parole à certains usagers de la route, des automobilistes fâchés, Mauro Poggia, par la fondation des parkings qui leur fait payer la moindre étourderie, Dominique. Oui, et certains cas sont classiques. Imaginez votre disque qui est caché ou qui a glissé, l'agent ne le voit pas. Ou alors vous avez fait une erreur en tapant votre numéro de plaque dans le rodateur. Eh bien oui, vous allez recevoir une amende que certains jugent imméritée. Les concernés évoquent un manque de tolérance de la part de la Fondation des parkings. Cette fondation réagit dans la Tribune de Genève. Ces agents ne font qu'appliquer le règlement, d'autant plus que certaines personnes inscrivent volontairement un faux numéro de plaque pour éviter de payer. Un seul conseil, si ce type de problème vous arrive, vous pouvez contester votre amende dans les 48 heures, sans garantie, bien évidemment. Mauro Poggia, une réaction peut-être, on fait du zèle du côté de la Fondation des parkings à Genève? Écoutez, je suis un usager de la route comme les autres. Il m'arrive parfois d'avoir sur mon scooter une amende que j'estime peu opportune. Parfois, il faut savoir que les personnes appliquent la loi. Des fois, elle est appliquée avec dureté, mais elle est appliquée correctement. Je pense qu'effectivement, si on considère qu'il y a de l'abus, il faut le faire savoir. Mais dans la très, très large majorité des cas, je pense que malheureusement, les usagers de la route ne sont pas très disciplinés, il faut le dire. C'est bien que parfois on arrive à faire sauter quelques amendes du côté de Genève. Écoutez, il faut simplement le faire par la voie légale. Non, je pense qu'il faut que l'autorité ait une marge d'appréciation. Je pense que les personnes qui sont sur le terrain peuvent se tromper et il est bon qu'à un moment donné, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que c'était ainsi qu'il faut que toute la hiérarchie ensuite mette en marche la machine. Je pense qu'il peut y avoir une appréciation différente. De là à le faire par influence, évidemment, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Évidemment. Mauro Poggia, on va parler de la succession de Didier Burkhalter au Conseil fédéral. Avec cette information, de loin, pas tous les Tessinois veulent Ignacio Cassis au Conseil fédéral. Ça, c'est un constat à lire dans la presse alémanique. Sandra Zimmerli. Mieux vaut pas de Tessinois que Cassis, dit même Sergio Roig dans la Berner Zeitung. Pour le socialiste et écrivain de Lugano, cette candidature unique est un ridicule autogol. Les radicali, comme on appelle les PLR au Tessin, ont beaucoup mieux à proposer, comme Laura Sadis, l'ancienne conseillère d'État, dit-il. Et à l'un de ses collègues de parti d'ajouter, il est tout à fait possible qu'en Romandie, on sable déjà le champagne. Mais les critiques viennent aussi de l'intérieur du parti. La présidente de la section du PLR de Lugano a bien l'intention de poser quelques questions demain lors de l'Assemblée des délégués. Elle aurait mis 2, voire 3 candidats sur le ticket. Mauro Poggia, c'est un peu le feuilleton de l'été, cette succession Didier Burkhalter. Qu'est-ce que vous en pensez, au fond, que le Tessin, qui revendique un siège peut-être légitime, ne propose qu'Ignacio Cassis? C'est quoi? C'est une façon de tordre le bras aux parlementaires de l'Assemblée fédérale? Je pense que c'est une erreur. Je pense que les Tessinois ont vu leur heure sonner. Ils ont leur place au Conseil fédéral. J'ai dit ce que je pensais de M. Cassis, non pas en tant que personne que j'apprécie personnellement, mais il est le président quand même d'une fêtière des assurances maladie. Il a, et je pars de l'idée qu'il exprime son opinion personnelle comme le doivent tous les parlementaires fédéraux, il a soutenu et même initié un texte dans lequel il demande que les assureurs puissent décider quels sont les assureurs avec lesquels il travaille. C'est donc la fin de la liberté de choix de son médecin. Et je pense qu'un parlementaire qui exprime ce genre de point de vue et qui le soutient politiquement ne doit pas être au Conseil fédéral. Ce serait particulièrement dangereux. Imaginez qu'il prenne la place de M. Berset avec les risques que cela impliquerait. Alors ça, c'est pour le fond politique. On comprend votre opposition à Ignacio Cassis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre collègue Pierre Maudet doit y aller? Ça veut dire que d'abord, les Tessinois devraient proposer quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, cela veut dire que si ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait des alternatives à M. Cassis. Et mon collègue en fait partie avec d'autres pour que le Parlement ait un choix, un réel choix, qui ne soit pas mis devant une obligation de soutenir le Tessin à travers M. Cassis. On parle de ça des fois entre collègues du Conseil d'État. On lui dit vas-y, t'as ta chance, on l'encourage ou pas, on le freine. Ça, je ne peux pas vous dire, mais évidemment qu'on parle parce qu'on a des relations qui ne sont pas que professionnelles, elles sont aussi amicales, et c'est vrai qu'on parle des préoccupations des uns et des autres, et on partage nos points de vue. Et Genève aurait certainement envie d'avoir un conseiller fédéral. Merci beaucoup Mauro Poggia d'être venu quelques instants dans ce journal du matin. Je rappelle que vous êtes conseiller d'État à Genevois en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, que vous êtes MCG. On vous souhaite une bonne journée.